On parle d'un match de football, un quart de finale de Coupe d'Afrique, Algérie, Nigeria. Mais ce qui s'est passé ce soir-là, et surtout dans les jours, les semaines qui ont suivi, ça dépasse de très très loin le terrain. Ah oui, on est entré dans une autre dimension. On ne parle plus de sport, on ne parle plus de tactique ou de technique. Là, on parle d'une colère qui serait montée jusqu'au sommet de la FIFA. On parle d'une conspiration, de sanctions historiques. On parle surtout d'une injustice qui, pour une fois, ne serait pas restée impunie. C'est ça le récit, le narratif qui a envahi les réseaux sociaux et les esprits. Gianni Infantino, lui-même, le président de la toute-puissante FIFA, serait sorti de son silence, et avec des mots d'une violence assez rare, non, d'une violence inouïe. Mais la vraie question, la seule qui compte, est-ce qu'ils ont vraiment été prononcés? Et c'est là que le match commence vraiment, pas sur le terrain, mais dans l'arène de l'information, entre le récit viral qui enflamme des millions de gens et le silence assourdissant des canaux officiels. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui, froidement, méthodiquement. Qu'est-ce qui est avéré? Qu'est-ce qui relève de la rumeur, du fantasme, du narratif construit? Et surtout, quels sont les vrais enjeux derrière tout ça? Alors, commençons par le début, le récit, celui qui a tout emporté sur son passage. Tout part, apparemment, d'un réseau suisse bien informé qui attribue des propos forts à Gianni Infantino. Il aurait dit quelque chose comme « ce qui s'est passé est inacceptable ». C'est déjà fort, mais ça reste assez général. Attendez, la suite est beaucoup plus précise. Il aurait ajouté « ce n'est pas une simple erreur d'arbitrage, mais une série de décisions qui posent des questions sérieuses sur l'intégrité et la partialité. » Ah oui, là, les mots sont choisis, pesés, intégrité, partialité. On n'est plus dans l'erreur humaine, la fameuse interprétation de l'arbitre. On est dans l'accusation à peine voilée d'intention de nuire, de tricherie. C'est ça, on sous-entend une volonté, une manipulation. Mais sur quoi ça se base concrètement? Quels sont les faits de jeu qui auraient provoqué une telle sortie de la part du patron du foot mondial? Alors, dans ce récit, le dossier d'accusation est très précis. Il y a d'abord, disons, la mise en condition. Les 7 cartons jaunes contre l'Algérie. 7 cartons, c'est énorme. C'est énorme dans un match à élimination directe. Et ce n'est pas vu comme le résultat d'un match engagé, physique, mais comme une provocation délibérée. En gros, une stratégie pour casser le rythme, pour tuer le match psychologiquement. C'est-à-dire que quand vos joueurs clés sont sous la menace d'une expulsion dès la première demi-heure, ils ne jouent plus pareil. Ils hésitent. Le pressing est moins intense. Ils ont peur du contact. Exactement. L'arbitre devient un acteur tactique. C'est une accusation de sabotage, en quelque sorte. Mais est-ce que c'est ça le point de rupture? Non. Ça, c'est le contexte, l'ambiance. Le point de rupture, l'image qui a mis le feu aux poudres, c'est la main. La fameuse main dans la surface nigériane. Ah oui, celle dont tout le monde a parlé. On ne parle pas d'une petite main collée au corps, d'un ballon qui effleure le bras. Pas du tout. Les termes utilisés sont ceux d'une fresque. Un défenseur qui se transforme en gardien de but, le bras complètement décollé. Qui contre une frappe cadrée? Une action, nous dit-on, visible depuis la lune. Mais pas par l'arbitre qui était juste à côté. Et c'est là que ça devient encore plus étrange, plus suspect. Par l'assistance vidéo, la VAR, l'outil qui est censé corriger justement ce type d'erreur évidente, manifeste. Et c'est là qu'un deuxième nom entre en scène dans cette histoire. Un nom qui pèse lourd, Pierluigi Collina, le chef des arbitres de la FIFA, l'icône. Son intervention supposée est encore plus directe, plus brutale que celle d'Infantino. Il n'aurait pas parlé d'erreur, mais de scandale arbitral complet. Ah oui! Carrément. Pour lui, que l'arbitre se trompe sur le terrain, dans le feu de l'action, ça peut arriver. C'est humain. Mais que la VAR, avec tous ses angles, ses ralentis, ses arbitres dédiés, reste silencieuse. Là, c'est autre chose. Il aurait évoqué une suspicion d'intention et des indicateurs graves de mauvaise foi.
c'est du jamais vu. Si c'est vrai, ça veut dire que les deux plus hauts responsables de l'arbitrage mondial admettent publiquement la faillite de leur propre système. C'est presque trop énorme pour être vrai. C'est pour ça que ce récit a eu un tel impact. Il donne une validation absolue à la colère des supporters. Leur sentiment d'injustice est légitimé au plus haut niveau. D'accord. Alors, suivons cette logique jusqu'au bout. Si on prend ces accusations au sérieux, ce n'est plus l'histoire d'un seul match. Ça devient le symptôme d'un problème beaucoup plus large, plus systémique. Oui, et d'ailleurs, le récit ne s'arrête pas à Algérie-Nigeria. Il essaie de tisser des liens, de montrer que ce n'est pas un incident isolé. C'est-à-dire, on mentionne d'autres plaintes qui seraient remontées à la FIFA pendant la même compétition. Celle de la Tanzanie, du Mali, du Cameroun. Et quel est le point commun? Le point commun, selon ces mêmes sources, c'est que toutes ces équipes se plaignent de l'arbitrage lors de leur match contre le Maroc. D'accord. Donc là, on quitte le simple scandale d'un match pour rentrer dans une logique de schéma qui se répète, de soupçons d'influence géopolitique. Exactement. Et la question devient pourquoi? Quel serait le but? C'est là qu'une autre théorie est avancée, celle de la compensation. Une compensation pour qui? Pour le Nigeria, le grand absent de la dernière Coupe du Monde. Un choc pour eux. Le récit suggère, en gros, qu'on aurait poussé le Nigeria vers les demi pour rattraper le coup. Maintenir un certain équilibre. L'arbitrage comme outil de régulation politique, c'est une vision assez glaçante du sport. Et ça donnerait un sens terrible à la phrase qu'on prête à Collina sur les interventions sélectives de la VAR. Il aurait parlé d'un silence suspect sur les actions décisives. Comme si quelqu'un, dans la salle de contrôle, choisissait quand regarder et quand détourner le regard. Là, on est en plein thriller. La question n'est plus « l'Algérie a-t-elle été volée ?» mais « y a-t-il une volonté de piloter la compétition ?» Tout à fait. L'arbitrage deviendrait une arme dans une lutte de pouvoir qui nous dépasse. Bon, si on accepte tout ça, le diagnostic est terrible. Les instances reconnaissent une manipulation. Donc la sanction a dû être immédiate, spectaculaire. Une tête a dû tomber. Non, c'est ce que la logique voudrait. Le récit s'achève d'ailleurs là-dessus. Collina aurait annoncé la suspension à durée indéterminée de l'arbitre. Son exclusion du mondial. Une victoire pour la justice, quoi. Voilà. Le système s'autocorrige. Fin de l'histoire. Sauf que c'est précisément là que ce récit si parfait, si cohérent, percute un mur. Le mur du réel. C'est-à-dire, on a cherché, vraiment cherché, le site de la FIFA, les communiqués de presse, les comptes officiels, les grandes agences de presse internationales. Le résultat est déconcertant. Il y a un démenti? Pire. Le silence, le vide absolu. À ce jour, il n'existe aucune, mais vraiment aucune confirmation officielle de quoi que ce soit. Pas une seule de ces citations explosives n'a été confirmée. Rien. Attendez, c'est à peine croyable. Des accusations pareilles, attribuées aux deux patrons du foot mondial. Et la seule réponse, c'est le néant. Une organisation comme la FIFA laisserait circuler ça sans réagir? C'est pourtant le seul fait avéré dans toute cette histoire. Le seul élément officiel, c'est que la fédération algérienne a bien déposé une plainte. Et la seule réponse officielle, c'est une phrase laconique, administrative. Le dossier est en cours d'examen. En cours d'examen administratif. On passe d'un drame shakespearien à une note de service. C'est exactement ça. On a deux mondes parallèles. D'un côté, un torrent de citations, de détails, d'émotions, d'indignation. Et de l'autre, un désert d'informations, un simple accusé de réception. Comment on explique un tel gouffre? C'est la grande question. Qui a intérêt à créer cette réalité parallèle? On peut y voir la puissance des réseaux sociaux pour créer une vérité qui répond à une attente. Les supporters ressentent une injustice et ce récit leur offre la validation suprême. C'est une sorte de justice par procuration. Puisque la FIFA ne parle pas, on la fait parler. La rumeur vient combler le vide laissé par l'institution. C'est une catharsis. On n'a pas perdu. On a été victime d'un système qui a été démasqué.
Mais ce n'est pas qu'une catharsis, cette rumeur devient un outil de pression. En mettant ces mots dans la bouche d'Infantino et de Collina, on met la FIFA au pied du mur. Elle est obligée de réagir, non plus à une simple plainte d'une fédération, mais à une indignation mondiale. La rumeur devient politique. Et ce qui est fascinant, c'est que la véracité des faits, au fond, devient presque secondaire. Le sentiment d'injustice, lui, il est réel. Il est partagé par des millions de gens. Mais la réponse qu'on y apporte, cette histoire de complot avouée, est pour l'instant une pure construction, une fiction qui a plus de poids que la réalité. Au final, on se retrouve avec deux réalités qui coexistent. D'un côté, un sentiment d'injustice profond, légitime peut-être, qui a trouvé son histoire parfaite, son récit de rébellion. Et de l'autre, la lenteur et l'opacité d'une bureaucratie qui n'a pour l'heure rien confirmé. Mais le mal n'est-il pas déjà fait ? Quand des millions de personnes sont convaincues d'une conspiration avouée au plus haut niveau, est-ce que la vérité officielle a encore la moindre importance ? La perception a déjà gagné, et c'est peut-être la question fondamentale que cette affaire nous pose, bien au-delà du foot, à une époque où une info non vérifiée, mais qui sonne juste émotionnellement, a plus d'impact qu'une décision officielle. Qui détient vraiment le pouvoir, l'institution qui mène les enquêtes, ou la foule numérique qui impose son propre verdict et sa propre justice ?